Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est 8 réponses pour une bio. On va se concentrer sur 8 réponses que doit apporter la bio à la crise actuelle. On va brièvement essayer de comprendre pourquoi la crise est là et surtout comment on va faire pour s'en sortir dans les grandes lignes avec l'aide des outils de prospective, de projective et surtout donner des grandes réponses qui peuvent convenir à tout type de marque ou de distributeur. Voilà. Alors brièvement, je me présente, on m'appelle Monsieur Plus 3, Plus 5. Ma vraie spécialité, c'est la prospective courte. C'est anticiper ce qui va se passer dans 3-5 ans, un peu comme dans la mode, où vous-même, mesdemoiselles, vous ne savez pas ce que vous allez porter dans un an, mais les industriels, ils le savent très bien, ils ont même tout fabriqué. Donc ces outils marchent d'anticipation, ça fonctionne. Donc voilà, je travaille tant pour des startups que des grandes entreprises multinationales, internationales, et dans le food, dans la santé, dans la beauté, ça me permet d'avoir un regard. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est voir les mutations. Et outre l'inflation, pour moi, le plus important, c'est pas l'inflation, c'est qu'on est en temps de mutation de société. En fait, le 21e siècle naît vraiment. Le 20e siècle est né après la guerre de 2018. En 1910, on vivait comme en 1880. Et en 2020, en 1920, tout a changé. Ben là, c'est un peu pareil. Avec la Covid, l'évolution des consommations, la guerre en Ukraine, le climat, la montée des populismes, etc. Donc on est quand même dans une époque charnière comme elle n'existe qu'une fois par siècle. L'inflation, elle remet un peu de couche. Et forcément, quand on comprend tout ça d'un point de vue, d'un regard de prospective, on se doute bien que tout va changer, y compris les magasins et la bio. Les valeurs seront les mêmes, mais la façon de le dire et le type de produits sont très différents. Voilà. Comme je vous disais, il est temps de réinventer la bio. C'est pas par l'inflation, le consommateur a évolué, mais c'est une nouvelle époque qui arrive. Tout ça se conjugue, c'est unique. Pourquoi est-ce que la bio est en crise? Il y a des facteurs qui sont des pressions ou des erreurs, des maladresses stratégiques. Tout ça se corrige entre un an ou deux. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est en bas, c'est un peu plus inquiétant. C'est qu'en fait, depuis à peu près 2017, il y a eu un décrochage du consommateur des demandes qui ne s'est pas trop vu parce qu'on s'est focalisé sur le développement par rapport au magasin, pas à périmètre constant. Donc les évolutions des auteurs de magasins, tout ça a un peu masqué un fait, c'est que la bio commençait déjà quand même à baisser. Tout simplement parce qu'il y a un nouveau type de consommateur, par exemple, qui voulait des produits locaux. Ils préféraient aller dans une petite EAP où les fans de la vente en ligne préféraient aller en ligne qu'acheter en magasin bio. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, petit à petit, avec le temps, ça finit par se faire sentir. Et l'inflation, déjà, la baisse en GMS s'est fait sentir. Et l'inflation, bien sûr, c'est pas tant elle qui a provoqué la baisse du bio. Elle s'est contentée de mettre un peu d'huile sur le feu. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se raccrocher avec ces 10 marqueurs? Voilà. Alors, ça, c'est un graphe que j'ai fait il y a presque un an, en janvier dernier, qui était audacieux à l'époque, parce que tout le monde pensait que la crise allait durer quelques mois. J'avais dit non, elle va durer plusieurs années. Pour l'instant, ce graphe a quasiment un an et il est très d'actualité. Vous voyez tout l'avantage de la prospective, de l'anticipation. Voilà. Donc, les ferments étaient déjà là. C'est comme on est malade parce qu'il y a des virus. Et il y a eu des ferments et il y a la maladie. Ça s'est déclenché, mais on était déjà malade sans le savoir. Donc, cette crise va durer un an de plus, en gros, et la perte est à moins. La bonne nouvelle, c'est que même en ne faisant rien, la croissance va revenir. Tout simplement parce qu'il y a toujours des gens qui ont un pouvoir d'achat, et il y a quand même une confiance en la bio. Donc ça va automatiquement revenir. Mais si on ne se remet pas en cause, si on ne se dit pas pourquoi une partie du consommateur est partie, ben on va vivoter à plus 5, plus 6. Vouloir retrouver une croissance à 2 chiffres, c'est apprendre à vivre et à redécouvrir 6 mots-clés
bio, goût, santé, proximité rationnelle et mieux vivre, et avoir le sens de la reconstruction. Pour construire, il faut déjà détruire. Ça, il faut bien en prendre conscience. Il y a des choses, des modèles qu'on doit abandonner et d'autres que l'on doit prendre. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je poursuis. Dans les 8 défis. Alors, le constat, c'est que le magasin bio, sans s'en rendre compte, a vieilli. Un magasin, vous enlevez le mot bio et les produits, vous les remplacez par des produits GMS. Bah franchement, c'est une GMS. Et ça, le client, il n'en veut plus. Il veut un magasin plus humain, plus de relationnel. Là, je vous ai fait un résumé. Voilà. La bio doit déjà connaître ces 8 défis-là, les travailler, et quand elle les comprend et se remettre en cause et aller dans le sens de ces 8 défis, tout le ira bien. Le problème de la bio, pour moi, c'est pas sa disparition, c'est qu'elle a le choix entre avoir un destin grandiose ou vivoter. C'est ça, en fait. Le destin grandiose d'un garçon, c'est de sortir avec la plus belle fille du lycée. S'il se contente d'être son ami, il vivote. Dans les deux cas, il est avec la fille, mais pas de la même manière. Je rigole, mais c'est pour vous donner l'analogie. Ça peut être valable pour les garçons aussi, bien sûr. Bon, le premier défi, c'est de retrouver la désirabilité, parce que la bio est toujours un label de confiance. Il ne faut pas confondre confiance et désirabilité. J'ai confiance en toi, mais pas au point de faire des enfants et que tu sois dans mon lit et de vivre 30 ans avec. Vous avez vu la différence. Donc j'ai confiance en toi, j'ai un gros problème de santé, je vais prendre sporadiquement un produit bio parce que j'ai confiance, il n'y a pas de cochonnerie chimique. Mais dès que tout va bien, je retourne dans les premiers prix GMS. Alors pour que je fasse un maximum de courses, dans l'intérêt du client aussi, pour sa santé, il faut retrouver le désir. Et c'est quoi la désirabilité? C'est simple, c'est tenir compte de l'autre, de ce que veut l'autre, de ce qu'il désire et de s'adapter. Et pas tout le temps parler de soi, de ses filières, de ses ceci, cela. Quand même, dans une première étape, il faut prendre conscience que le client a évolué. Ça, c'est des mots que j'ai trouvé, que je trouve dans quand je lis je suis abonné à Marie-Claire. Tous ces mots, vous les trouvez dans Marie-Claire, une revue mainstream. Donc, quand une cliente qui prétend pas être bio, c'est ce que c'est qu'une transition écologique, et que vous allez sur un site internet, une marque, et qu'on en parle peu, et qu'on parle surtout des filières avec des mots très très restreints, ou du sans pesticides, on peut se dire que peut-être que la bio est moins désirable parce qu'elle n'utilise pas les mots ou elle ne parle pas de choses qui intéressent le client et qu'en plus elle sait faire très souvent. Donc, première chose à faire, rappeler les avantages du bio. On ne l'a pas fait en 25 ans parce que c'était acquis. Le client était là. Il faut rappeler c'est que la bio, qu'est-ce que c'est le sans pesticides, pourquoi la bio est née, quelle est la valeur de la bio par rapport à d'autres labels qu'il ne faut pas critiquer, mais qui sont moins qualitatifs que la bio. Il faut tout simplement le rappeler. Voilà, là vous avez un peu une roadmap. Il faut communiquer, à la fois sur soi, sur ses produits, ses différences, et de manière moderne. Blog, live streaming, podcast et YouTube. C'est en faisant les marques, les distributeurs, une action commune, de prendre la peine de rappeler aux clients ce qu'est la bio, qu'on fera ça. Pour mémoire, Biolinéaire a fait il y a 2 numéros tout un dossier biobashing qui vous donne toutes les clés, tous les arguments de manière très facile pour les mettre en scène sur vos propres sites. Alors, il faut communiquer de manière très différente. Comme je vous disais, il n'y a pas que le sans pesticides et les filières qui intéressent le client. Ça, c'est la bio qu'on va bientôt qualifier de papy. C'est important, mais il n'y a pas que ça pour le client. Par exemple, le client, ça, je vous donne des exemples de ce que disent les startups, les jeunes marques qui n'ont pas le poids culturel de plusieurs années, qui sont mieux en prise avec les nouvelles tendances. Munard, par exemple, il parle au début de humain, bien-être, transmission, inclusif. Vous avez vu? D'ailleurs, vous remarquerez que le bio est cité, mais en dernier. Ça, c'est des mots modernes. Il faut que vous les accapariez, que vous compreniez. Qui sait ce que c'est que l'inclusivité?
Personne. Eh ben voilà, c'est le bon moment. Vos clients, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils savent ce que c'est. Vous n'en parlez pas, vous êtes limite ringard et il n'y a plus de désir. Alors, un autre chapitre, c'est parler d'agroécologie, c'est la grande nouveauté depuis 2-3 ans. La bio n'a jamais parlé de ces méthodes. Est-ce qu'on fait la rotation des cultures? Comment est-ce qu'on s'occupe de la vie du sol? Il est temps, ça passionne le client. Vous n'en parlez pas, il y a un soupçon qui s'instaure. Il est temps, comme en Allemagne, une des clés de valoriser les super labels. C'est la clé du succès en Allemagne, c'est en train de l'être aux États-Unis, où en Allemagne, ils ont toujours le label AB seul, il ne se vend pas. Il se vend toujours accompagné de labels qui demandent le label AB, mais avec des exigences en plus. Ça a été un point faible en France. Évidemment, il faut faire des engagements, et un engagement qui est devenu transverse, même la GMS s'y met, c'est le zéro déchet, l'économie circulaire, tant à l'arrière dans la boutique que devant le client, la consigne, le vrac, etc. Mais là, la bio doit être le meilleur élève et doit toujours faire plus fort que la GMS, pour une raison simple, on sera toujours plus cher que la GMS. C'est bien d'avoir des premiers prix, c'est même très bien, il faut avoir un savoir-faire dans les premiers prix. Mais avoir des premiers prix sans le côté premium, on vous trouvera toujours plus cher et on ira quand même en GMS. Et le désir, c'est quoi? Vous voyez en haut? Ça, c'est les arguments fondamentaux d'un produit bio, qu'on voit très souvent dans les sites, dans les marques. Et ça, c'est ce que veut le nouveau client. Inclusivité, well-being, filière, solidarité, transmission. On n'en parle pas, on ne le fait pas, c'est moins désirable. C'est pas parce qu'un roman est de qualité que vous allez le lire. Il y en a des milliers. Il faut avoir envie de le lire, vous voyez. C'est pas parce que la bio est de qualité qu'on va le acheter. Il faut avoir le désir de l'acheter. Évidemment, tout ça de manière un peu plus de marketing, data, d'analyse, ça s'explique. On a des clients qui vieillissent et c'est toujours un peu les mêmes. Et il y a des nouveaux 35-tenaires, des 40-tenaires, des 60-tenaires qui ont des besoins différents, souvent que les marques bio, encore une fois, peuvent combler. Le problème, c'est qu'elles n'utilisent pas les bons mots. Achète mon acérola parce que c'est bien pour l'immunité, c'est vague, ça ne suffit plus. Il y a d'autres manières de le dire. Et pourquoi le client? Alors, le client, il a tellement changé qu'en fait, il n'y a pas un client, il y en a 7 pour moi. Il y a 7, ça c'est du marketing de persona, voire évidemment, tous les clients sont différents dans le fond des choses, mais on est obligé de segmenter pour pas trop compliquer le marketing. Donc là, il y en a 7. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des clients quand ils achètent, par exemple dans la nourriture, parce que ce que vous avez vu, ça peut s'adapter à la cosmétique, à la beauté, à l'entretien. Là, on va partir de l'alimentaire. Vous avez 7 imaginaires autour de l'alimentaire: l'hédonisme, la santé, le manger ensemble, le raw, l'équilibre de vie et le naturel, le magique. Et bien ça, il n'y a aucun magasin qui fait ça. Or, il est temps. Comment est-ce qu'on utilise cet outil? C'est simple. Une marque ou un magasin doit se centrer sur 2. Pas forcément qu'ils sont côte à côte. Ça peut être là et là. 2,5 mais pas 3-4. C'est manger à tous les râteliers, ça c'est pas du marketing. Alors le premier défi, on l'a vu, c'est l'engagement. Il faut renforcer ces engagements et surtout il faut les faire reconnaître. Le deuxième, c'est le désir, c'est comprendre le nouveau client. Il a évolué depuis 2017. 6 ans plus tard, on en voit les conséquences et il ne va pas faire marche arrière. Le défi numéro 2, pour moi, il est important parce que les 3 clèmes du bio qui ont porté la bio pendant 25 ans, c'est bon pour l'environnement, ça a du goût et c'est sain. Le problème, c'est qu'en disant que ça a du goût, on s'est contenté de dire ça a du goût. Or, le goût, vous regardez les épiceries fines, les restaurants et tout ça, gastronomiques, c'est une théâtralisation.
Il y a le savoureux, il y a le gustatif, il y a le salé, il y a le sucré. Il y a tout un univers à la fois visuel et un nombre de mots assez conséquent qu'il faut savoir mettre en scène et on ne sait pas. On se contente, nous, de mettre des recettes de cuisine sur un site. Et le goût est très important. Vous voyez, goût, c'est bon, il faut le rappeler. Trouvez-moi un seul site de distributeur qui vous met en avant c'est bon, c'est hyper goûteux. Il n'y en a qu'un qui le fait, c'est Marcel et Fils. Voilà, plus que le goût maintenant, c'est la fooding attitude. Et ça, c'est l'avenir du magasin bio. Quand on rentre, c'est un hymne à la bouffe, quoi. Ça a des goûts, des saveurs, des gens, des toques de cuisiniers. Pour l'instant, c'est des linéaires dans des pâtes emballées dans du plastique ou dans des silos pour le vrac. Mais ça, c'est pas... Bon, il y en aura toujours, c'est quand même pour pratique d'acheter des pâtes. Mais ça va être relégué en fond de rayon à terme. Voilà, il faut apprendre à vendre de la bonne chère. Et non pas à vendre un produit bio de qualité dans un éco-emballage. Vous voyez, toutes les marques start-up qui démarrent, elles l'ont compris ça. Elles le mettent en avant dès la page d'accueil. C'est des marques qui ont des solides engagements, mais elles ne le mettent pas comme argument de vente. Elles l'ont compris. D'ailleurs, je peux vous dire un truc, la meilleure façon de vendre le bio, de parler du bio, c'est surtout de ne pas en parler. Parlez de tout ce que vous voulez, mais parlez pas du bio. Le bio, c'est la fondation. Ça rassure, mais c'est plus ça qui fait vendre. Voilà, il faut qu'on s'inquiète parce qu'il y a les épiceries fines, c'est pas des achats du quotidien, hein, les épiceries fines. On ne s'est jamais cru en concurrence, mais eux, ils voient que la bio, elle rentre en concurrence avec eux quand même. Donc ils font de plus en plus de bio, des RSE, d'engagement environnemental, et de plus en plus, ils se transforment en magasins. C'est ça qui est remarquable dans les épiceries fines. Donc ça va devenir... si rien n'est fait, ils vont prendre des parts de marché dans d'autres enseignes et ils vont devenir des enseignes bio. Le deuxième défi, très important, c'est la santé. Ça, c'est le deuxième axe. On a toujours dit que la bio, c'était sain. Le problème, c'est que dans les années, jusqu'à la fin des années 80, on disait pas bio, on disait magasin diététique. Et à cette époque, j'avais une vingtaine d'années, je m'en souviens très bien. La diététique, c'était assimilé à la santé. Il y a eu un virage au début des années 90. On a préféré en fait axer sur l'environnement, plutôt que sur la santé. Et on s'est contenté de dire que c'était sain. Mais le piège avec ce mot, c'est que sain, c'est comme le goût. On ne l'a jamais développé. Or, il est temps de le faire. Je vous donne un bon exemple. Donnez-moi des produits qui parlent de la santé mentale et en bio, en univers. Vous commencez à le trouver en GMS, sur Amazon, en bio. Ce segment de santé mentale, il n'existe tout simplement pas. Ça, c'est une revue mainstream, c'est le Marie-Claire de la santé. Donc, si eux en parlent... Voilà. Le truc maintenant, c'est que pour un client, même ses pâtes, ses carottes, sa soupe provençale, c'est déjà il ne faut pas qu'on lui dise simplement c'est sain. Il veut des argumentaires, combien il y a de vitamines, qu'est-ce que ça fait sur ma forme globale. Il veut qu'on développe le sujet. Et il veut aller plus loin parce que la révolution maintenant, c'est pas de se contenter d'acheter bio quand ça va mal, on a un rhume. On veut être en forme, on veut une santé positive augmentée. On veut être mieux que ce qu'on était avant. Ça s'appelle wellness. Et bien sûr, aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, qui comme par hasard ne connaissent pas la crise, ils connaissent l'inflation, mais pas la crise de baisse, et ben, la première chose que vous voyez dans ce petit magasin, je cite, pour montrer que ce n'est pas une histoire de moyens, c'est pas parce qu'on n'est pas Biocop avec 500 magasins qu'on ne peut pas faire ça. C'est une histoire de prise de conscience. Donc, tout est fait pour rappeler, vous voyez, quoi qu'on dise, que tout est fait au service de la santé. Évidemment, il y a des nouveaux produits qui arrivent, qu'il n'y a pas en bio, c'est ce qui explique aussi une des raisons de la baisse. Les rayons traditionnellement qui sont toujours plus ou moins bien portés, la cosmétique et les compléments alimentaires, ils baissent année après année en bio pour une raison très simple. Tous ces produits, les nootropiques par exemple, que vous voyez ici, vous les trouvez sur Amazon à 30 à 35 € le flacon. Même en bio, et on n'ose pas faire ces prix-là.
Alors que Amazon a la réputation d'être un site à pas cher. Ils vendent du cher, contrairement à ce qu'on peut croire aussi, hein. Et parce qu'en bio, dans ce salon-là, à Natexpo, trouvez-moi un autre tropique, il n'y en a pas. Ça, c'est un problème aussi. Parce que un autre tropique, les compléments alimentaires ont toujours fait de la santé, mais on va dire à la papille. Vous voyez, en santé, c'est l'immunité telle qu'elle est vendue en bio. C'est surtout un problème, l'immunité. C'est le froid, les allergies, dans des moments. Et ici, vous avez l'immunité nouvelle génération qu'on ne trouve pas ou très peu en bio. Tout ça, ça a changé en une poignée d'années, en 3-4 ans. Évidemment, le défi, c'est le locavorisme. La réalité qu'il y a encore très peu de produits locaux en bio, 5, 10, 15. Il y a une volonté d'aller à 30. Mais les EAP, il y a plein d'endroits, ils vous en font 50, 60 ou 80. Donc là, il y a un problème. On essaie de rattraper le retard, mais il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les produits bio pour les marchés locaux, par exemple, ou les magasins de producteurs, parce qu'il n'y en avait pas en bio. Aussi simple que ça. Et la bio ne voulait pas en faire, parce qu'en termes de logistique, c'est plus compliqué. Et malheureusement, et la bio le local a un imaginaire plus sympa, plus humain, plus empathique. Vous voyez, quand on demande à quelqu'un ce qui évoque le local, il vous dit ça. Et ici, c'est bien, mais c'est un peu sec, quoi. Et le problème du local, c'est que quand vous ne faites pas de local, en fait, le client, la nouveauté depuis 1 an ou 2, c'est qu'il associe de plus en plus le local aux fruits et légumes, aux produits frais et peu transformés. Et à la revitalisation urbaine, qui n'a pas grand-chose à voir avec le bio, mais auquel il est sensible. Donc, quand vous additionnez ça, vous ne faites pas de local, ben en fait, ça pénalise quelque part le yaourt. Et les choses qui, a priori, cela pénalise tout le magasin. Il y a la vente en ligne, et bien sûr, il y a des nouveaux circuits très novateurs qui arrivent et qui finissent par faire sentir leur poids d'influence et de concurrence. La plupart font du bio, les plus qualitatifs, mais pas à 100%. Le défi numéro 5, c'est l'aliment nu. Alors ça, c'est simple, c'est un peu le goût, mais c'est différent. L'aliment nu, c'est quoi? Le symbole longtemps, même en bio, d'un aliment, c'est une chose dans une boîte qui a été faite ailleurs, en bio bien sûr, mais dans un emballage, et toute sa saveur se décline quand on rentre à la maison, quand on ouvre la boîte et qu'on va faire une sauce. Mais maintenant, le client, le symbole, ça va être la marmite. Il veut que les pâtes, les plats, tout se fasse sous ses yeux. La GMS a une longueur d'avance. Donc c'est le frais, mais pas le frais classique dans le genre j'ai le rayon frais, fromage et yaourt. C'est l'ultra frais. C'est-à-dire que c'est tellement frais que c'est fait sous tes yeux. La GMS est en train de reconvertir une partie de ses hyper en énorme cuisine, d'embaucher plein de cuisiniers pour faire à la fois des espaces de restauration sur place, mais aussi pour vendre des produits. Donc ça veut dire on fait le boulot en partie des marques. Et ça, pour l'instant, en bio, à quelques exceptions près, il n'y a pas grand-chose. Voilà, pour l'instant, je le montre depuis 2 ans, ça. Ce qui caractérise un magasin bio qui attire le client, c'est les fruits et légumes, les linéaires, de plus en plus le vrac, et les services arrière, le boucher, le poissonnier. Mais il est mis en arrière. Le magasin qui est en train de se construire sous nos yeux, c'est plutôt le aliment nu qui attire. C'est des odeurs, des bruits. Là, je vois une toque. Là, il y a quelque chose qui se fabrique. C'est sympa. Là, il y a un stand. Bref, c'est une halle de marché, quoi. Et c'est ça qui est en train de se produire. Le rayon FL en lui-même, il évolue. De plus en plus, il y a des chaînes de magasins aux États-Unis, parmi les plus dynamiques, qui font des FL de plus en plus locavores, pas de saison, et même moches, pour se battre sur les prix. Des trucs qui ne sont pas calibrés.
comme on trouvait encore en bio au début des années 80 et 90. Et petit à petit, on a mis des légumes très lavés, très propres, et on a perdu quelque part une âme. Voilà, là je vous montre des exemples où de plus en plus des petites chaînes de magasins très innovantes bio, vous voyez, sont articulées comme une mini-halle de marché. Heureusement, il y a des initiatives. Aux États-Unis, ils ont une petite, et en Allemagne, ils ont une petite longueur d'avance. Ça, c'est un magasin bio qui est conçu comme une halle de marché. Il est beau, hein, et on a envie d'y rentrer. Et c'est une ode à la nourriture, à la bonne chair, à la bouffe. Ça, c'est l'avenir de la bio. Et ce n'est pas une ode au linéaire et aux aliments emballés. D'ailleurs, à un tel point, aux États-Unis, j'aime beaucoup cet exemple. Ils font quand même un demi-milliard avec 30 magasins. 60% de leur offre est fabriquée sur place. Et ils n'ont pas de marque nationale. Très peu. Et beaucoup de produits comme le café, le pain et le chocolat sont faits sur place devant le client. Vous le voyez travailler. Ça, c'est l'avenir du magasin. Alors eux, c'est des petites chaînes aux États-Unis, ça. Pour se battre contre les Walmart, Kroger, tous ceux qui font du bio, ils sont obligés d'innover. Et ça marche bien. Voilà, ce défi, on le saute. Il est important, mais bon, tout est important. On va terminer sur ce défi-là, qui est important pour moi. C'est les circuits. Ça, c'est l'avenir du bio, un défi. Le bio, il y a 8 ans, c'était le rêve. On voulait acheter bio, il y avait des magasins spécialisés, Biocoop, La Vie Claire, et la GMS. Et ça s'est très longtemps bataillé. C'était en gros 50-50, un petit peu plus en MSB. Et c'est tout. Alors, tout l'intérêt de la projectile, ça je l'ai vu venir, c'est un graphe que je monte depuis 6 ans ou de 7 ans. Regardez ce qui s'est passé, que je réactualise tous les ans. Pour l'instant, ça tient toujours sur une slide, mais l'année prochaine, je vais devoir en mettre 2. Il se passe trop de choses. Regardez, en 8 ans, je veux acheter un produit bio. Ben là, j'ai pas de choix. Ben là, je peux l'acheter là. Là, ça commence à faire. Donc, le problème, c'est que quand quelqu'un, une chaîne de magasins bio, veut lancer un nouveau magasin, elle raisonne toujours sur les vieux schémas qui fonctionnent, mais qui ne sont pas complets. Je vais en périph', sur le lieu de trajet de travail de mon client, à peu près 600 mètres carrés, 600, 700, ou je vais en proxy et en centre-ville, à peu près 300 mètres carrés. Et c'est tout. Et en gros, c'est pareil, et ça vend en gros pareil. Ben, quand vous voyez ça, vous vous dites, il y a un problème. Voilà, je ne peux pas trop m'attarder sur le sujet, mais ça vous montre une idée du défi de la bio. Et surtout que maintenant, il va falloir que les magasins, ça, demain, si vous êtes là, vous pouvez aller demain matin, non, je ne sais plus à quelle heure vous regarderez. J'ai un truc sur les défis du magasin bio et les nouvelles générations de magasins bio, où je développe toutes ces choses-là. Et bien sûr, là, je vous simplifie. Ça a l'air un petit peu compliqué à lire. En fait, je vous ai mis par derrière les grandes familles qui commencent à apparaître. Donc on n'est plus... le magasin bio classique va perdurer, mais il y a toutes ces possibilités-là en fait. Et voilà, je termine brièvement en vous dire que peut-être pour moi, avec le goût et le sain, il y a quelque chose que la bio n'a jamais cru bon de mettre en avant parce que c'était acquis. C'était un peu, tous les gens se disent bio, c'est quand même humain. Mais le problème, c'est que bio, vous enlevez, comme je vous disais, le logo de l'enseigne et les produits. Bah, vous êtes dans une structure classique de GMS et votre client bio, quand vous rentrez dans un magasin bio, vous n'avez qu'un bonjour, hein. Comme un Carrefour City, vous n'avez pas plus. Ça, c'est pas normal. Et maintenant, le client commence à se rendre compte de ça. Qu'on se dit différent, mais d'un point de vue humain, et on ne l'est pas plus.
Donc il va falloir faire quelque chose en s'ancrant dans la vie locale. Voilà. Là, je me contente de vous dire, malheureusement, je ne peux pas le développer, mais le magasin de demain devra être un créateur de lien social. Ça commence déjà par connaître son client. Un bonjour, oui, mais mon client, il vient 3 fois. Bah déjà, je m'intéresse à lui. Je ne vous dirai pas qui, mais je réside à Nîmes. À Nîmes, je suis allé pendant 10 ans dans un magasin d'une enseigne. Mes enfants avaient 3 mois. 10 ans plus tard, ils avaient 10 ans et 3 mois. Ils ne savaient toujours pas leur nom et prénom. Je suis allé dans les EAP quand elles commençaient à apparaître à partir de 2015. J'y allais 3 fois. Ils se souvenaient du prénom de mes filles. En fait, c'est le retour au bon vieux commerce que moi, qui ai 64 ans, j'ai connu. C'était la fin dans les années 70, où le vendeur en cachette, il me donnait de mon père et de ma mère, il me donnait un carambar. Bon, maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'on va être accusé de... Mais pour vous dire le truc, tout ça, ça a sauté, ça a volé en éclats. Et il faut que la bio, elle réapprenne à créer du lien, à être proche de sa communauté, à être un magasin qui représente son quartier. Et voilà, je vous remercie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vous avez les diapos à disposition.